Cours numéro 6, le système de santé, financement. Alors avant de commencer ce cours, dans le grand 1, je vous propose de retravailler sur des notions de vocabulaire. Un bien. Un bien, c'est un élément matériel, c'est-à-dire que l'on peut toucher, qui est palpable. Exemple, des médicaments, des lunettes, dans le domaine médical. Un service, c'est un élément qui est immatériel, qu'on ne peut pas toucher, mais pour lequel on va payer. Par exemple, une consultation médicale, une visite chez le coiffeur, les conseils du banquier, tout ça, ce sont des services. Alors, parfois, il existe aussi des services gratuits, c'est possible. Le besoin. Alors, le besoin, c'est pour le patient un manque. Donc, quand on a un besoin, c'est qu'on a un manque, et ce manque, il peut être ressenti, c'est-à-dire qu'on va le ressentir à l'intérieur de notre corps. Il peut être exprimé, ça veut dire qu'il est dit, et il peut être réel. Ça veut dire qu'il existe vraiment. Mais il peut aussi être seulement un des trois. Il peut être réel, mais pas ressenti parce qu'on n'a pas de symptômes, par exemple, et pas exprimé parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Il peut être exprimé, donc on en parle, mais pas réel, parce qu'on a l'impression d'avoir un besoin qui n'est pas existant. Le besoin, donc ressenti ou réel, n'est pas toujours exprimé. En termes d'économie de la santé, on parle aussi de demande. La demande, c'est quand on a un besoin et qu'on l'exprime, ou quand on a l'impression d'avoir un besoin. La demande, elle peut être inférieure au besoin réel, c'est-à-dire qu'on ne demande pas ce dont on a vraiment besoin, mais elle peut être aussi supérieure. Ça veut dire qu'on en demande beaucoup alors qu'on n'a pas besoin vraiment de tout ça. Et enfin, l'offre, ce sont les biens et les services qui sont mis à disposition par les producteurs pour essayer de répondre à la demande des patients et également aux besoins qui ne sont pas exprimés par une demande. L'économie de la santé, en fait, c'est la recherche d'un équilibre entre tout ça pour faire en sorte que le système offre des éléments qui répondent, donc offre des biens et des services, qui vont répondre à des demandes et ou à des besoins. On constate aujourd'hui dans notre système de santé que les dépenses augmentent tout le temps, de plus en plus, et qu'il est très difficile de maîtriser ces dépenses de santé parce que le système est tellement bien fait que la population est très largement prise en charge financièrement, et ça nécessite donc, pour que le système il fonctionne dans la durée, qu'on trouve des solutions, qu'on étudie toutes les dépenses pour savoir comment faire pour que le système continue à perdurer dans le temps et qu'il reste existant et qu'il puisse quand même fonctionner. Dans le grand 2, nous allons voir toutes les caractéristiques qui vont influencer sur la consommation médicale. Donc, qu'est-ce qui va pousser à consommer plus ou moins? Ce n'est pas forcément des caractéristiques voulues. Alors, premier point, le plus important, c'est l'état de santé. Plus on est malade, plus on consomme. La perception de l'état de santé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'état de santé, parce qu'on peut se percevoir malade alors qu'on ne l'est pas, on peut se percevoir en bonne santé alors qu'on est malade, c'est en lien, mais c'est pas toujours exactement la même chose. Je vous donne un exemple de la perception. Quelqu'un qui va avoir un cancer ne va pas forcément être au courant ni s'en rendre compte tant que les symptômes ne sont pas là, et pourtant donc la perception de l'état de santé est bonne, et pourtant l'état de santé lui n'est pas bon. C'est pas tout à fait la même chose. Quand on perçoit son état de santé, plus la perception est mauvaise, plus on va demander à être pris en charge, puisqu'on a l'impression d'être malade et donc de nécessiter des soins, ce qui n'est pas forcément la réalité. L'âge. On constate avec les études qu'il y a une forte consommation médicale avant l'âge de 5 ans. Les enfants sont très souvent malades, alors c'est des petites pathologies, les rhinopharyngites, les otites. Et puis on a toutes les maladies infantiles comme la varicelle, par exemple, la roséole, enfin plein de petites pathologies comme ça, plus ou moins graves d'ailleurs, qui vont
qui vont toucher plus particulièrement les enfants. Et puis les enfants sont très consommateurs de consultations médicales parce qu'ils doivent aller au début de leur vie tous les mois chez le médecin, puis tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois et tous les ans jusqu'à l'âge de 6-8 ans. Donc ils consomment beaucoup. Et puis ensuite, les études montrent qu'après 60 ans, la consommation médicale est relativement importante parce qu'il y a des pathologies qui arrivent, notamment des pathologies chroniques. Alors, petit rappel, une pathologie chronique, c'est une pathologie qui va exister sur du long terme, hein, qui ne va pas forcément se guérir et qui va revenir fréquemment ou qui va être là tout le temps, comme par exemple les problèmes de vue, l'hypertension, le diabète. Autre caractéristique, le sexe. On s'aperçoit que les femmes, en général, consomment plus que les hommes, mais c'est surtout lié à leur période de fertilité, puisqu'elles ont une consommation autour de la gynécologie qui est plus élevée que les hommes, puisque les hommes n'ont pas ce genre de consultation. Et puis, il y a tout ce qui est suivi de la grossesse, suivi au moment de la puberté, au moment de la ménopause, tous les examens liés au dépistage du cancer du sein. Donc les femmes consomment globalement plus, mais si on met entre parenthèses la période de fertilité, c'est-à-dire donc avant l'âge de 12-13 ans et après 50 ans, on s'aperçoit que c'est plutôt finalement les hommes qui consomment davantage. Le revenu. On s'aperçoit que dans un ménage, hein, plus le revenu est élevé, plus le ménage consomme, c'est-à-dire plus le ménage va dépenser d'argent pour sa santé, parce que quand le revenu est élevé, on se pose un petit peu moins de questions sur comment on va payer le reste à charge, alors que quand le revenu est plus faible, on s'aperçoit que les ménages hésitent davantage à aller chez le médecin ou à prendre des traitements parce que financièrement c'est plus compliqué. Dans les ménages à revenus élevés, il y a dans la très très grande majorité des cas une mutuelle. Donc finalement les frais sont plutôt très bien couverts. Alors que dans les ménages aux revenus peu élevés, il y a souvent une absence de mutuelle, il n'y a que la sécurité sociale, branche assurance maladie, donc avec une prise en charge d'environ 70%, ce qui laisse 30% à la charge de la personne. Et donc souvent ce sont des frais que les gens ne peuvent pas ou ne souhaitent pas assumer. La localisation géographique. On s'aperçoit qu'il y a plus de consommation médicale dans les zones urbaines, c'est-à-dire dans les villes et dans les périphéries de villes, plutôt que dans les campagnes, tout simplement parce que y a plus d'accès aux soins au niveau des villes qu'à la campagne, puisqu'à la campagne, il y a souvent des déserts médicaux. Et puis, il y a une culture un petit peu différente entre la ville et la campagne. À la campagne, on s'aperçoit qu'il y a une tolérance plus élevée à la douleur et à la maladie, et on consulte moins vite. On attend que les symptômes soient plus graves. Le niveau d'éducation. Plus le niveau d'éducation est élevé, plus il y a consommation médicale, parce que souvent ce sont des personnes qui ont, par le biais de leur scolarité, ces personnes ont été sensibilisées à la santé et à l'importance de faire des dépistages, de se faire soigner rapidement pour ne pas laisser la pathologie évoluer. Donc ce sont des personnes qui connaissent mieux le système, qui savent mieux aussi se débrouiller dans ce système avec tout ce qui est papier, tout ce qui est demande d'aide, etc. Donc ça influence la consommation médicale. La structure familiale. Plus la famille est petite, plus elle est consommatrice. Ça fait beaucoup penser aux revenus en fait. Les explications sont les mêmes. Dans une structure familiale où il y a beaucoup d'enfants, il y a moins d'argent par tête. Hein, si on regarde le montant de l'argent disponible par personne, du coup il est moins élevé. Et donc il y a une hésitation plus importante pour des raisons financières à aller se faire soigner. Et puis il y a un autre élément qui peut expliquer cette moins forte consommation dans les familles de grande taille, c'est que souvent les adultes ont eu des enfants avant et donc s'inquiètent moins vite de l'état de santé de l'enfant et ils savent mieux comment faire pour faire face aux pathologies, notamment aux pathologies infantiles. Le niveau de protection sociale, je l'ai expliqué juste avant, hein. Plus on est protégé au niveau social, c'est-à-dire avec une mutuelle,
plus on consomme parce qu'on se pose moins de questions sur le reste à charge, sur ce qui va rester à payer après le remboursement de l'assurance maladie et de la mutuelle. L'offre de soins et la démographie médicale, c'est-à-dire le nombre de médecins sur un territoire. Plus il y a d'offres de soins, c'est-à-dire plus il y a de médecins disponibles, plus on consomme. Tout simplement parce que c'est plus facile d'accès et que quand c'est facile d'accès, on se pose moins de questions pour y aller. Les problèmes sociaux, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus médicalisés. Ça veut dire qu'en fait, les problèmes sociaux ont un impact sur la santé. Et vont avoir les personnes qui vont avoir des problèmes sociaux vont développer davantage de maladies psychologiques, mais pas seulement, physiques également. Donc souvent les problèmes sociaux sont la cause des problèmes de santé. Et enfin, le niveau d'information et de prévention dans le pays, plus il y a des campagnes de prévention et d'information à l'intérieur du pays qui incitent à aller consulter, à ne pas attendre que la maladie s'aggrave, à se faire dépister, plus la population va accéder. Au niveau donc du grand 3. Nous allons voir les dépenses de santé. Alors, les dépenses de santé, elles sont étudiées au niveau national grâce aux comptes nationaux de la santé. Les comptes nationaux de la santé, ce sont un peu, pour faire très simple, les comptes bancaires de l'État, au niveau de la santé. Pour étudier les dépenses de santé, on utilise des indicateurs que l'on appelle en économie de la santé des agrégats. Ces agrégats, ce sont des instruments qui vont donc être utilisés pour mesurer. Ça va être le montant dépensé pour tel ou tel poste. Ces agrégats donc permettent de mesurer le coût de la santé et aussi de faire des comparaisons pour savoir si on dépense plus, si on dépense moins, s'il faut faire attention, si il faut faire des économies ou si au contraire on peut augmenter certains frais par rapport à de la prévention par exemple. Ça permet aussi de comparer entre les pays ce qui est dépensé. Ces observations permettent de vérifier s'il y a un ajustement entre les recettes, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, et les dépenses, c'est-à-dire ce que l'État dépense pour la santé. L'idée, au final, c'est d'avoir un bon équilibre entre les recettes et les dépenses, de façon à ce qu'il y ait assez de recettes pour couvrir les dépenses et qu'il n'y ait pas de déficit. Ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, puisque depuis le début de la crise Covid, on s'aperçoit qu'il y a un déficit au niveau de l'assurance maladie, alors que la situation était plutôt bonne depuis quelques années. Il y a eu des gros déficits il y a une dizaine d'années. On avait réussi à remettre un équilibre et là, à nouveau, il y a un déficit. Alors, on voit deux agrégats principaux. En fait, il en existe 3, mais dans les nouveaux programmes, ils en ont retiré un, donc tant mieux. Ça vous fait toujours ça de moins à apprendre. Le premier agrégat, c'est la CSBM, la consommation de soins et de biens médicaux. Ça correspond à l'ensemble des soins et des biens médicaux que l'on utilise. Donc, ça comprend tous les frais des soins hospitaliers, des soins de ville. Alors, ce qu'on appelle les soins de ville, ce sont les soins qui sont faits dans des cabinets libéraux, quand vous allez chez le médecin, spécialiste ou généraliste. Ça correspond aussi aux dépenses liées au transport sanitaire, par exemple les ambulances, les taxis VSL, c'est-à-dire les taxis adaptés pour le transport sanitaire, et puis tout ce qui est médicaments et biens médicaux. Quand on parle de biens médicaux, c'est tout ce qui est pansements, lits médicalisés, lunettes, attelles, prothèses, etc. Donc la CSBM, c'est le premier agrégat. Et le deuxième agrégat, c'est la DCS, la dépense courante de santé, qui représente l'ensemble des dépenses de santé, toutes les dépenses de santé. Et donc pour calculer la DCS, on prend la CSBM, à laquelle on ajoute toutes les dépenses liées à la prévention, les indemnités journalières, j'espère que vous vous en souvenez, ce sont les dédommagements que l'on donne aux personnes qui sont en arrêt de travail. Ça correspond également aux soins de longue durée, aux subventions qui vont être versées à différentes structures ou professionnelles.
tous les frais de recherche, la formation des personnels de santé, et puis des agents administratifs aussi, et puis tout ce qui est frais de gestion. Les deux agrégats, il va falloir les connaître et comprendre comment ils s'imbriquent l'un et l'autre. Et pour comprendre l'imbrication, je vous ai fait donc un petit schéma que vous aviez à faire dans l'activité 6, qui fonctionne un petit peu comme un principe de poupée russe, c'est-à-dire que le grand rectangle bien foncé correspond à la DCS, donc c'est l'ensemble des dépenses de santé. Je vous ai mis la définition, ça correspond donc à la CSBM plus à tous les éléments qui sont là en dessous, que j'ai vu tout à l'heure dans la définition. Et à l'intérieur de cette DCS, on a donc la CSBM. C'est un petit peu comme protection sociale, et à l'intérieur de la protection sociale, on avait la sécurité sociale. C'est le même genre de schéma. Les dépenses de santé sont souvent comparées au PIB, parce que le PIB, c'est la richesse du pays, qui est produite par le pays, et donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on dépense en santé par rapport à l'ensemble de la richesse du pays. Donc il y a des chiffres dans cette partie-là. Je ne vous demande pas du tout de les connaître, ça n'a aucun intérêt. Je vais lire avec vous et puis vous expliquer. En 2018, la CSBM, elle s'élevait à 203,5 milliards d'euros. C'est une dépense qui est en constante augmentation. Et vous voyez, le chiffre est assez conséquent. Par rapport au PIB, la CSBM, c'est quasi 10%. Donc, c'est une part très importante. Ça veut dire qu'en France, on dépense un poste très très important pour la santé. En 2018, chaque Français dépense environ 3 037 € pour sa santé. Je vous ai mis ce chiffre-là pour que vous ayez une vision moyenne. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui vont dépenser 30 € et d'autres 10 000 €. Ça reste une moyenne. Mais ça montre que chacun dépense quand même beaucoup pour sa santé. Et une partie de cette somme-là va être remboursée par l'assurance maladie et les complémentaires, notamment la mutuelle. Les trois postes principaux de dépenses, donc dans ces 3 037 €, c'est les hospitalisations, ça coûte très cher, c'est quasiment la moitié. Les soins de ville, donc les médecins quand on a des rendez-vous en cabinet libéral, les auxiliaires, c'est quand on fait venir des infirmiers à domicile par exemple, les kinés, les sages-femmes, enfin tous les autres médecins, et puis la dépense en médicaments qui est de 680 €, ce qui est quand même relativement important. Donc le reste à charge pour les ménages, il est d'environ 214 € par an. C'est donc, je réexplique le reste à charge encore une fois, c'est ce qui reste à payer par les ménages une fois que toutes les dépenses, une fois que tous les remboursements assurance maladie et mutuelle sont faits. Donc ça, c'est le 214 €, c'est ce que la personne doit débourser et sortir de sa poche et qui ne sera jamais remboursé. Essentiellement pour des soins de ville et pour des médicaments, et un petit peu moins pour les soins hospitaliers parce qu'il y a une très bonne prise en charge qui est au-delà de 70%. Donc on voit en haut que 1 450 € d'hospitalisation, là-dessus ne reste que 27 €. Ça veut dire que l'assurance maladie et les mutuelles ont remboursé une très grosse partie. Par contre, il reste encore 20 € pour l'optique et 20 € pour d'autres frais, par exemple les prothèses dentaires, qui sont beaucoup moins bien remboursées. J'arrête pour l'instant cette première vidéo et je passe à la suite dans la vidéo suivante.